Voilà, tu peux commencer, Marie-Michel. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de suivre cette rencontre avec Jean-Christophe et Nathalie pour une découverte de leur expérience. Donc, ils vont nous dire un peu toute l'histoire, toutes les découvertes, les difficultés par rapport à quelque chose que nous avons tous éprouvé ou rencontré, parce que nous avons tous été choqués ou dérangés, ou troublés ou mal à l'aise par rapport à notre incapacité ou notre indifférence devant tous ces gens que nous croisons sans cesse et qui dorment dans la rue ou qui vivent dans la rue. Donc, je sais depuis très longtemps que Jean-Christophe est engagé dans cette action et je désirais beaucoup qu'il nous la partage et qu'il nous fasse, il m'a dit, qu'il nous fasse connaître Nathalie Bertrand qui est à l'origine. Donc, je pense que peut-être la première chose qu'on peut faire, c'est leur demander à chacun qu'on fasse connaissance, c'est-à-dire qu'ils se présentent. Et puis ensuite, peut-être on demandera un petit peu le parcours de la création de l'association. On posera quelques questions et puis on fera circuler les questions entre nous. On ne voit plus rien. Ça y est, c'est bon. Bon, très bien. Alors, oui, merci Marie-Michel. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde me connaît, hein. Je suis un très vieil ami de Marie-Michel. Et donc, nous habitons avec Sabine, nous habitons Tours. Et il se trouve qu'il y a 17 ans exactement, j'ai rencontré une association qui s'appelle l'Halte de Jour, avait été créée par quelques bénévoles depuis quelques années, surtout des médecins d'ailleurs, le but de cette association, c'était d'accueillir, à l'époque, c'était au tout début, il y avait un petit appartement, et on accueillait des gens qui étaient à la rue. Et donc, ces gens-là, ils pouvaient venir le matin, après souvent une nuit, passer à la rue pour trouver un peu de chaleur, prendre une douche, un café. Voilà, donc cette association a démarré à la fin des années 90. Et Nathalie, d'ailleurs, était presque, je sais pas, tu as commencé en quelle année? 97. 97. Et donc, ensuite, elle va nous expliquer ça après. Euh, Moi, j'ai connu cette halte de jour donc en 2006. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils avaient besoin d'un véhicule pour transporter les gens, transporter des denrées alimentaires. Et donc, moi, je faisais partie d'un club service à ce moment-là, qui s'appelle le Lions Club. Et donc, avec des amis du Lions Club, on a décidé d'aider au financement de ce véhicule. Et voilà, donc on a fait des actions, on dit des actions de charité, et on a réussi à financer ce véhicule voilà, donc on a offert ce véhicule à l'Halte de Jour, qui est d'ailleurs, il est parti à la casse, je crois, l'année dernière, donc il a beaucoup servi. Et puis donc après avoir fait cette action, moi j'étais à une époque où je cherchais un peu à m'engager un peu dans l'humanitaire et donc je me suis dit que pourquoi aller faire de l'humanitaire à l'étranger alors que c'était beaucoup plus simple de le faire chez moi, dans ma ville, avec des gens que je pouvais éventuellement rencontrer dans la rue. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis devenu bénévole à la halte de jour. Et très rapidement, bon, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a demandé de devenir trésorier de l'association. Voilà, donc en 2006, je suis devenu trésorier et je le suis ensuite resté jusqu'à l'année dernière où je suis devenu président de l'association. Ensuite, on a été financé par l'État, en fait, hein, parce qu'on ne vit que de subventions de l'État. Et l'État nous a demandé de nous regrouper avec d'autres associations qui avaient à peu près le même public. Et c'est la raison pour laquelle, du fait de
pour ce regroupement, on a créé l'association actuelle qui s'appelle Émergence. C'était à peu près en 2009-2010, c'est ça. Et donc, voilà, moi, je suis resté trésorier, Nathalie est restée directrice. Et voilà, et ensuite, les années ont passé. Et l'année dernière, mon prédécesseur, qui était président de l'association, puisque c'est une association, donc, qui a un conseil d'administration et puis des salariés, mon président a eu des problèmes de santé et du fait de mon ancienneté, je ne sais pas, on m'a demandé de devenir président. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon parcours vis-à-vis de l'association. Alors Nathalie, elle, donc on est tous les deux dirigeants de l'association Émergence. Moi, je suis le président, donc je suis bénévole. Et Nathalie, elle, c'est la chef des salariés, en fait, elle est directrice. Et comme elle va vous l'expliquer, elle est là depuis le début, en fait, de cette activité. Donc voilà, donc je laisse la parole à Nathalie qui va vous expliquer un petit peu son parcours. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est que elle nous explique un petit peu quelles sont toutes les activités de notre association, puisque depuis le début, depuis la halte du matin de 97 jusqu'à aujourd'hui, ça a énormément grossi. On s'aperçoit que nos activités ont beaucoup, beaucoup augmenté, que malheureusement, on est toujours en train de courir derrière les besoins. Et voilà, c'est un peu ce qu'on va vous expliquer. Voilà, Nathalie, si tu veux bien nous expliquer tout ça. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Bertrand. Alors, professionnellement, ça fait depuis 26 ans que je m'occupe des personnes sans domicile. Mais je dirais que dans ma vie privée, depuis l'âge de 6 ans, depuis mes premiers souvenirs, voilà, je suis toujours allée vers les clochards, on les appelait comme ça. Voilà, j'habitais un quartier plutôt populaire. Et pour moi, c'était normal d'aller aider, parler, voilà, apporter de la chaleur humaine aux personnes les plus fragiles, ceux qui sont en difficulté. Ce que je vous propose, alors on a préparé un diaporama, et comme ça, je vais le partager, et, hop, et comme ça, nous allons suivre ensemble. Alors, c'est ici. Hop. Alors, émergence, alors, c'est peut-être de la com, mais on a un slogan, ne laissez personne au bord de la route. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait au quotidien. C'est important pour nous. Alors, comme le disait Jean-Christophe, en fin des années 90, plusieurs associations, alors certaines faisaient de l'accueil, donc la halte de jour, certaines faisaient de l'hébergement, vous voyez qu'il y a écrit la nuitée, puis certaines faisaient de la santé, le centre porte ouverte, avec un même public. Voilà. On s'est rapprochés, on a commencé à travailler ensemble, et en 2009, c'est là qu'est née Émergence. Alors, depuis 2009, la vision d'Émergence, c'est d'apporter des soutiens immédiats, des réponses concrètes aux personnes qui en ont le plus besoin, de s'adapter à chaque situation, à chaque personne, parce que chaque personne a des problèmes particuliers, différents, et donc de répondre aux besoins urgents des personnes en situation précaire. Je le redis, notre ambition, ne laisser personne au bord de la route, c'est un défi, parce que on en parlera plus tard, mais voilà, il y a des difficultés quantitatives et qualitatives. Et donc, c'est de développer une offre globale, l'accueil, l'hébergement, la santé, la prise en charge, et puis permettre un suivi médical et d'amener les personnes vers une autonomie et une inclusion dans la société. Nos 3 mots d'ordre, accueillir, héberger, soigner. On a 18 services pour ça que je vais vous présenter ensuite. J'ai oublié de préciser, nous sommes donc une association Tourangelle et donc nous sommes sur la métropole de Tours. Et voilà, trouver des solutions innovantes, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions qui vont être adaptées
à chaque personne avec nos salariés et nos nombreux bénévoles et nos partenaires, parce que seul, on ne fait rien et on est bien dans un réseau et on va travailler avec toutes les institutions et les associations qui sont autour de nous. Alors, comment nous sommes organisés? Nous avons 3 pôles. Le pôle accueil de jour. C'est quoi un accueil de jour chez Émergence? C'est proposer une maison la journée à ceux qui n'en ont pas. Et proposer ce qu'on trouve chez nous. C'est-à-dire qu'on va trouver le petit déjeuner, on va trouver la douche, on va trouver une bagagerie. Alors chez nous, c'est une penderie, c'est une armoire. On va trouver une adresse, on va trouver une laverie, on va trouver des personnes avec qui parler, échanger. Voilà, c'est ça. Donc, nous en avons 3. Alors, ce qu'on appelle le 47, ce qu'on appelle la halte de jour. Ces 2-là sont destinés à des personnes isolées, c'est-à-dire des personnes seules, des hommes ou des femmes. Et le 3e, c'est l'accueil famille, comme son nom l'indique, qui est destiné aux familles. On ne pourrait pas accueillir dans un même lieu des personnes isolées avec des familles, parce que les problématiques vont être différentes. Chez les personnes isolées, chez les hommes et les femmes seules, on va beaucoup constater de la polytoxicomanie, que ce soit de l'alcool, que ce soit des stupéfiants, que ce soit des médicaments détournés de leur usage. Il va y avoir des troubles aussi de la personnalité. Voilà. On fait des maraudes. Alors, marauder, c'est aller en garde-tour pour nous, aller vers ceux qui ne viennent pas vers nous. Le aller vers, c'est quelque chose de très important, parce que les personnes, souvent, lorsqu'elles sont très marginalisées, ne veulent pas venir, n'osent pas venir vers l'inconnu, un lieu qu'elles ne connaissent pas, des personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc, c'est nous qui allons vers eux 3 fois par semaine. Un restaurant social pour tout ce qui va être le déjeuner. Une domiciliation, parce qu'il y en a besoin pour ouvrir des droits. On a tous une adresse, donc les personnes qui n'ont pas de chez eux, on a un agrément de la préfecture qui nous permet donc de leur faire des domiciliations. Et puis, on a des cours de français. Ce sont des bénévoles, 4 bénévoles qui dispensent ces cours. On verra par la suite, nous avons beaucoup de personnes issues d'immigration, des personnes migrantes. Concernant le pôle santé, alors, ce pôle santé, c'est un centre médical qui fonctionne en 2 parties, avec le centre porte ouverte qui, lui, a été créé fin des années 80. En France, tout le monde n'a pas de sécurité sociale. Beaucoup de personnes n'en ont pas et donc n'ont pas accès à la médecine libérale. Et donc, tous les après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 16h, nous avons des professionnels de santé bénévoles qui interviennent et qui vont dispenser des soins à ces personnes-là. C'est sans rendez-vous. Alors, on verra plus tard dans les chiffres. C'est un centre médical qui accueille plus de 1500 personnes, 1500 patients différents chaque année. Et on est à plus de 5000 consultations par an. Je reviendrai dessus dans le détail. Alors, ensuite, c'est plus technique. Une fois qu'on a pu ouvrir les droits, lorsque les personnes sont éligibles à la sécurité sociale, au droit santé, on va les orienter vers ce qu'on appelle, nous, le CTAI, qui est en fait une plateforme de coordination et d'orientation. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui va être prévention, et puis on va leur trouver un médecin traitant et s'assurer qu'ils aillent bien dans la médecine de droit commun. Le 3e et dernier pôle, c'est le pôle hébergement. Vous voyez, ça, c'est le plus complet. L'émergence, c'est plus de 350 places d'hébergement d'urgence, 350 places sur une ville comme Tours. Tours, c'est 150 000 habitants. Voilà. On verra tout à l'heure, c'est 600 places d'hébergement, donc la moitié sont gérées par Émergence. Alors, de l'hébergement pour les femmes seules, de l'hébergement pour les hommes, de l'hébergement pour les familles. C'est comme dans les accueils.
On ne peut pas mélanger les publics. Voilà, ça. Donc, différents types d'hébergement, on reviendra dans le détail un peu plus tard. Si je peux intervenir une minute, juste pour dire que dans le pôle accueil de jour, c'est inconditionnel, c'est-à-dire que les personnes qui veulent venir n'ont pas besoin de téléphoner à personne pour venir, ils se présentent simplement. Alors que plutôt dans le pôle hébergement, c'est plus organisé, puisqu'ils nous sont plutôt adressés par le 115. Donc, ils ont besoin d'être adressés pour pouvoir être acceptés dans ces pôles d'hébergement. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, en France, en tous les cas, ça fonctionne de la façon suivante. Depuis, si je me souviens bien, les années 2010, moi, lorsque j'ai commencé, le 115 n'existait pas et donc il a été mis en place. Donc, c'est une plateforme téléphonique qui va permettre de recenser le nombre de places disponibles sur les foyers et qui va ensuite donc orienter les personnes. Donc, en France, toute personne qui est à la rue doit composer le 115 pour ensuite être orientée vers un de ces centres d'hébergement. Concernant les chiffres de ces 3 pôles, alors vous allez voir, je crois que dans le titre de la thématique de ce soir, il y a défi. J'ai repris les 3 dernières années et on s'aperçoit que quel que soit le pôle, que ce soit accueillir, que ce soit soigner ou que ce soit héberger, on est en augmentation, en très forte augmentation, puisqu'on voit que sur les accueils, c'est plus 45%, sur les 3 dernières années, les consultations, près de 40%, et concernant l'hébergement, plus de 25% donc d'augmentation. C'est-à-dire de plus en plus de personnes qui sont à la rue. Alors, l'État, parce qu'on est un opérateur de l'État, il faut le dire, on est financé par l'État pour pouvoir remplir toutes ces missions. L'État crée des places, ouvre des accueils, ouvre des places d'hébergement, mais la pauvreté, la migration augmente. Hier, quelqu'un disait tout augmente dans cette période d'inflation, mais encore plus la pauvreté. Et je pense que c'est une belle image parce que voilà, c'est vraiment la réalité que nous on vit sur le terrain auprès de toutes ces personnes sans domicile. Je vous ai fait un slide sur l'Indre-et-Loire. Hier, on était en réunion à la préfecture avec Jean-Christophe sur le plan hivernal. Et ils nous ont donné les chiffres des 10 dernières années. Donc, en bleu, vous avez le nombre de places d'hébergement qui ont été ouverts donc, depuis 2013 sur l'Indre-et-Loire. Alors, ils sont à 95% sur Tours et sa métropole. Et on peut voir qu'en 10 ans, l'État a multiplié par 2 le nombre de places d'hébergement. En vert, c'est les recours à l'hôtel. Depuis 2018, l'État recourt à des nuits d'hôtel. Voilà, pour pouvoir répondre, parce que créer un foyer d'hébergement, il faut le lieu, il faut les travaux, il faut l'équiper, etc. Donc, ça demande du temps. Et donc, voilà, en France, on recourt comme ça à des hôteliers. Donc, on voit une augmentation. Alors, une augmentation qui est insuffisante. On parle de défi, on parle aussi d'illusion, parce que à Tours, aujourd'hui, il y a 200 personnes qui sont sans hébergement, c'est-à-dire que tout est complet. Donc, elles se retrouvent à la rue, elles restent à la rue. Et sur ces 200 personnes, il y a 100 enfants. Donc, ce qui est énorme. C'est du jamais vu, malheureusement, dans notre mission. En tous les cas, moi, dans mon parcours de 26 ans, la typologie, le profil des personnes a totalement changé. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée en 97, on était vraiment avec principalement des hommes à la rue, voilà. Quelques femmes, mais c'était vraiment très, très peu. Dans les années 2000, on a commencé à voir une migration d'Afrique du Nord, plutôt des hommes. Et puis, fin des années 2000, voilà, là, on a eu les Balkans, on a eu l'Afrique,
avec des femmes avec enfants, des familles, puis les pays de l'Est, Arménie, Géorgie, Tchétchénie, et puis Ukraine, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Enfin, et en fonction de, comment dire, par exemple, l'Afrique du Nord, le Maghreb, va plus migrer en solo, c'est-à-dire que ce sont souvent des hommes seuls, quelques femmes seules. L'Afrique subsaharienne va plus migrer en famille. Alors, ça peut être la femme avec les enfants et le mari est resté au pays, mais il viendra après ça. Ou en famille, voilà, un couple avec des enfants. Et sur les pays comme l'Arménie, la Géorgie, on est aussi sur de la migration principalement en famille. Donc, on observe finalement qu'il y a des efforts qui sont faits, parce qu'en 10 ans, on a doublé le nombre de places, mais manifestement, on court après une augmentation qui est assez récente d'ailleurs. Et là, en ce moment, on fait face à une vague. Oui, et une vague qui continue. Ce matin, on nous disait que en France, il y a toute une bande sur les frontières de l'Est du pays et sur tout le sud de la France où la demande d'asile est en train d'exploser. Alors, principalement, des personnes issues de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Soudan. Voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés jusqu'au cœur de la France, mais on sait qu'ils vont parvenir. Alors, qui sont ces publics que nous accueillons? Je commençais à vous en parler. Concernant les accueils de jour, donc, qui sont destinés à des adultes isolés, hommes, femmes, par an, je vous ai mis des chiffres annuels, ce sont 1500 personnes différentes qui vont venir sur les accueils de jour. Donc, je vous rappelle, vous retrouvez un petit déjeuner, un déjeuner pour prendre une douche, pour pouvoir laver son linge, pour pouvoir avoir une adresse, pour pouvoir créer du lien, refaire ses papiers, voilà, se sentir en sécurité aussi. Ça, c'est important. On a également une équipe infirmière médicale, infirmière psychiatrique qui est présente. Voilà. Comme vous le voyez, 95% d'hommes. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes. 54% de migrants, ce qui est énorme. Moi, quand j'ai commencé, on était à 0% de migrants. 40% de personnes qui n'ont pas de ressources. Je ne dis pas de ressources, c'est-à-dire rien, qui n'ont aucune aide de l'État. Soit c'est parce qu'ils sont sortis de la procédure de demande d'asile et donc ils n'ont plus rien, soit ils sont français et ils ont moins de 25 ans. Et en France, il n'y a pas d'allocation prévue pour les jeunes de moins de 25 ans. Et 40% qui sont sans hébergement, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne souhaitent pas être hébergées. Elles vivent souvent dans des squats, ça peut être dans des tentes sur les bords de Loire, ça peut être hébergé chez un tiers, ça peut être dans un hall d'immeuble, ou pour certains qui sont vraiment esquintés par la vie, par la consommation, par tout ça. En fait, la préoccupation de savoir où dormir, elle arrive quand la nuit tombe ou quand, voilà, ils n'en peuvent plus, ils sont tellement fatigués et ils vont dormir là où ils vont s'arrêter. Des accueils familles, alors ce sont à peu près 60 familles que nous allons accueillir chaque année, ce qui représente 230 personnes au total. On voit que les enfants représentent un petit peu plus de la moitié de ces personnes. Donc, 99% des familles sont migrantes. Vous voyez que là, en fait, des familles françaises à la rue, ça reste des exceptions. Voilà. On a un système social qui est fait pour que les personnes, enfin les familles en tous les cas, lorsqu'il y a des enfants, il y a une prise en charge qui soit faite. Donc, et 85% de ces familles sont sans aucune ressource, c'est-à-dire qu'elles sont sorties de la demande d'asile. On reviendra plus tard sur ça, parce que c'est aussi ça qui fait croître en fait le nombre de personnes qui restent sans logement.
Sur l'hébergement, alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a de l'hébergement pour femmes, donc spécifiquement pour femmes. Et là, ce sont 140 femmes qui vont être orientées vers notre foyer chaque année. 15 enfants, vous voyez que c'est principalement des femmes seules. Et 50%, au bout d'un an, vont toujours être sur le dispositif de l'urgence, c'est-à-dire à appeler le 115 pour pouvoir être hébergés. Ça veut dire aussi que 50% vont sortir du dispositif d'urgence. Alors, peuvent être orientés vers des dispositifs adaptés, si la personne est demandeuse d'asile, mais si c'est une personne, voilà, ça peut être un logement adapté, logement autonome. Voilà. En tous les cas, 50% sortent de l'urgence. On a créé, il y a bientôt 2 ans, un dispositif qu'on appelle chez nous maternité, qui est destiné aux femmes enceintes. Avant 2021, en fait, les femmes enceintes, elles n'avaient pas forcément d'hébergement. Moi, en tous les cas, j'ai vécu cette période-là où une femme pouvait rentrer à la maternité, accoucher, ressortir avec son poupon 4-5 jours après et se retrouver à la rue. Donc, l'État a développé ce dispositif. Et donc, là, depuis 2 ans, donc chaque année, ce sont 50 futures mamans, mais qui deviennent mamans pendant qu'elles sont chez nous, qui sont donc prises en charge avec un hébergement, avec une prise en charge médico-sociale. Alors, ce qui représente 124 personnes. Alors, vous allez me dire, mais 50 mamans. Ben oui, parce que quelquefois, elles arrivent, il y a déjà le papa, et puis il peut y avoir une fratrie. Donc, voilà. Au total, c'est 124 personnes que nous prenons en charge. 10% accès au logement et 80% restent sur l'urgence. On s'aperçoit que là, il y a une différence entre les femmes seules et les femmes enceintes. On a beaucoup de femmes qui arrivent, alors beaucoup de l'Afrique subsaharienne, qui arrivent quelquefois, elles sont enceintes. Voilà, donc on va les prendre en charge pendant leur grossesse et post-maternité. Et malheureusement, à la sortie de notre dispositif, elles se retrouvent sur l'urgence. Concernant les familles, ce sont 250 familles chaque année que nous allons héberger, ce qui représente 900 personnes et 350 enfants. 5% seulement accès au logement et 90% vont rester sur l'urgence. Alors, pourquoi? Parce que là aussi, on est face donc à des familles migrantes. Je vous disais tout à l'heure que c'était pratiquement 100%. Et on va passer au slide suivant et vous allez vite comprendre pourquoi les familles restent sur l'urgence. On fait aussi donc de l'accueil des demandeurs d'asile. Chaque année, on va prendre en charge et on va accompagner dans la procédure de demande d'asile environ 90 personnes. 20 vont obtenir le statut de réfugié. Très bien, et ensuite on va les accompagner vers l'intégration, vers le logement, vers l'autonomie, le travail et tout ça. Mais 70 vont être déboutés de leur demande d'asile. Alors, la loi prévoit que lorsqu'ils sont déboutés, ils doivent retourner dans leur pays. Une demande d'asile en France, allez, c'est 2 ans de procédure. Une famille qui est arrivée, voilà, les enfants sont scolarisés, ils ont peu à peu acquis les codes de la société française, voilà, se sont plus ou moins insérés, intégrés, et au bout de 2 ans, on leur dit, voilà, votre demande d'asile est refusée, maintenant vous repartez chez vous. Mais très, très peu repartent chez eux. Donc, ce qui fait que ces personnes, qui sont majoritaires sur les demandeurs d'asile, vont rester sur le territoire et donc vont se retrouver sur de l'hébergement d'urgence parce qu'elles n'ont pas le droit de travailler. Elles n'ont donc aucun droit d'allocation, donc pas accès au logement, donc à faire le 115 et voilà, et à être hébergées sur des dispositifs comme nous pouvons gérer ça. Alors, les pays d'origine au niveau des demandes d'asile, en tous les cas pour émergence, vous voyez que c'est principalement l'Afrique, Afrique subsaharienne. L'Asie, alors quand on met Asie, c'est l'Arménie, la Géorgie, la Tchétchénie, voilà.
un peu de l'Europe. Là, on va être plutôt sur l'Albanie, voilà, les pays balkans. Donc, en France, on a une réelle difficulté avec l'immigration. C'est très bien, hein, voilà, il y a un accueil des demandeurs d'asile et tout, sauf qu'après, on ne gère pas. Voilà, la société n'a pas prévu de gérer la suite. Donc, on a des personnes donc, qui vont rester. Et vu que tous les ans, des personnes migrantes arrivent sur le territoire, hein, avec tout ce qui peut se passer dans le monde, et ben, ça se rajoute, ça fait un effet millefeuille. Et donc, on a beau augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence, mais si on va, en fait, comment dire, on agit sur le symptôme, mais on ne va pas chercher ça, le cœur vraiment de ce qu'on devrait traiter, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de papier et qui sont sur le territoire. Donc, il y a peut-être un travail, certainement que le travail, il est à faire ici. Et qui ne peuvent pas travailler sur. Oui. Alors, les droits qu'ont des personnes donc, qui n'ont pas de papier, donc le droit à la scolarité, c'est-à-dire que tous les enfants sont scolarisés. Donc, imaginez qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui le soir n'ont pas d'hébergement, ils vont se retrouver dans une cage d'escalier, dans un hall d'immeuble, et le lendemain, ils retournent à l'école. Voilà. Et là, il y a des inégalités très fortes. Alors, je vous ai fait un slide sur l'Ukraine, parce que, avec ce que je vous dis, voilà, OK. Mais avec l'Ukraine, on a vu que si on veut, on peut. Puisque nous-mêmes, on nous a demandé d'être opérateurs pour les déplacés d'Ukraine, puisqu'ils ne sont pas demandeurs d'asile. Leur dénomination, voilà, pour le gouvernement, c'est les déplacés d'Ukraine. Et je peux vous assurer que j'ai mis en quelques mois, mais certains appartements, ce logement, nous ont été mis à disposition en quelques semaines. Donc, voilà, 25 logements juste pour émergence, qu'on a pu ouvrir. Et donc, dedans, donc, nous hébergeons des 25 familles et que nous accompagnons donc, depuis avril 2022. Voilà. Donc, ce qui montre quand il y a une volonté de l'État, les choses vont fonctionner. Alors après, en fonction des nationalités, l'État n'a pas la même réaction. Sur l'Ukraine, je vous ai noté quelques précisions. Un tiers des 25 familles dont nous nous occupons sont des couples avec des enfants, un autre tiers des femmes avec des enfants, et le papa ou le mari est resté en Ukraine. Un quart, c'est des groupes familiaux. On a même eu jusqu'à 4 générations, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille. Voilà. Et puis quelques femmes seules, quelques hommes seuls et quelques couples sans enfants. Alors, on pourrait croire que voilà, les hommes en âge d'aller sur le front ne seraient pas sortis d'Ukraine. Alors, je vais faire une précision, c'est qu'en fait, tous les hommes qui sont en âge d'être sur le front et qui sont arrivés en France, ce sont des personnes qui présentent un handicap. Par exemple, nous, on a un homme seul qui est sourd et muet. On a dans un couple avec enfants aussi un sourd et muet. Voilà, il y en a même un donc, nous avons recruté, qui travaille avec nous depuis maintenant plus de 12 mois, voilà, qui est donc ukrainien, qui est sourd et muet, en sachant que le langage des signes n'est pas international. Là, voilà, mais ça se passe très bien. Alors, on a aussi des sorties réussies, des sorties positives, donc, ce qui montre qu'on peut y arriver. Alors, l'État a mis en place il y a plusieurs années ce qu'on appelle l'intermédiation locative. C'est un super dispositif. En fait, ça permet à un propriétaire privé de louer son appartement à une association type émergence, voilà, qui a un agrément de l'État. Ce propriétaire, il a une garantie de ses loyers pendant 6 ans, puisque l'association bénéficie de subventions. Et en plus, il a une réduction d'impôts. Donc, vous voyez que l'État sait mettre en place voilà, des dispositifs
qui sont gagnants-gagnants, enfin, aussi bien pour la personne qui est en difficulté que pour la personne propriétaire. Donc, on a commencé ce dispositif en 2021. Enfin, donc, on a 11 logements actuellement. Ce sont 11 familles qui sont accompagnées et c'est vraiment un accompagnement vers l'autonomie. La durée de l'accompagnement est de 6 à 18 mois, c'est-à-dire que ce sont des… Alors, on va parler de migrants. Enfin, je vais continuer avec ce monsieur ukrainien qui travaille donc chez nous. Donc, pour l'instant, il est encore hébergé sur un de nos dispositifs, mais là, on l'accompagne vers l'autonomie. Le faire accéder à un logement directement, ça peut être compliqué. Les codes comment dire, du logement, enfin, en France, ne sont pas les mêmes qu'en Ukraine. Chez nous, voilà, on va signer le bail, ça dure tant de temps, il faut ouvrir les compteurs, il y a l'assurance qui est obligatoire, c'est quoi un loyer, etc. Enfin, donc, ce dispositif d'intermédiation locative va nous permettre d'apprendre à une personne, à une famille, eh bien, de rentrer dans un logement, d'ouvrir tout ce qu'il faut, de s'approprier un logement, comme on vit aussi avec l'environnement. Enfin, on a des familles africaines qui vont vite étendre le linge aux fenêtres, au balcon, etc. Voilà, ou être un peu bruyante. Donc, voilà, ça va aussi nous aider à ça. Enfin, et c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Enfin, on a 95% de réussite, puisque, voilà, on a des 10 familles sur 11 qui sortent vers une intégration réussie. Notre dernier pôle, qui est le pôle santé. Alors, le pôle santé, donc, il fonctionne, je vous le disais tout à l'heure, avec des professionnels de santé qui sont 100% bénévoles. Ça va de la secrétaire médicale aux médecins, infirmiers, pharmaciens, spécialistes. Tout le monde est bénévole. Chaque année, donc, 1900 personnes différentes, 1900 patients vont pousser la porte de ce centre médical avec une urgence. Voilà. Ça peut être une grippe, ça peut être beaucoup plus important, ça peut être les dents. Enfin, voilà. Ce sont 90 nationalités différentes sur une année que le centre médical accueille. Et ce sont 5000 consultations chaque année, ce qui est énorme. Vous voyez qu'on a majoritairement des hommes et qu'on a aussi des enfants. Enfin, un quart des patients sont des enfants. Enfin, des enfants donc, qui sont sans couverture maladie et qui ne sont pas éligibles parce que les parents n'ont pas de papier, etc. et qui ne peuvent donc pas aller vers le médecin. Enfin, je vous ai mis voilà, comment se répartissent les 5000 consultations. On a un peu d'actes infirmiers, principalement de la médecine générale. Et je vous parlais des spécialistes. Alors, on a dermato, cardio, alors stomato, en fait, c'est dentiste. On a un psychiatre, on a une gynécologue, on avait un ophtalmo. Alors, c'est pour ça qu'il y a un tout petit pourcentage, c'est parce qu'il nous a laissé ça. Donc, on recherche des ophtalmos, on recherche en fait tout professionnel de santé. Alors, c'est un très beau dispositif qui fait faire beaucoup d'économies à l'État. Enfin, parce que si on imagine 5000 consultations, 5000 voilà, qui vont vers les portes des urgences de l'hôpital, déjà l'hôpital, je pense que ne pourrait pas absorber tout ça. Enfin, et en plus, ça coûterait beaucoup plus cher au service de l'État. Donc, des bénévoles, c'est important. Ce sont les piliers de l'association, que ce soit Émergence, que ce soit d'autres associations. Enfin, chez Émergence, le bénévolat représente 4550 heures. Lorsqu'on le traduit en euros, on est à plus de 150 000 euros chaque année de bénévolat. Alors, ça va de l'accueil, des acteurs de projet. Lorsqu'on a un projet, voilà, des personnes, des bénévoles qui vont s'investir. Tout à l'heure, je vous parlais des cours de français. Ça va être aussi de l'informatique. On a la chance d'avoir quelqu'un, un bénévole, dont l'informatique, c'était son métier. Puis, je vous parlais de la santé, des professionnels de santé. Alors, si je peux rajouter quelque chose,
le bénévolat de cette année, particulièrement chez Émergence, est devenu un axe stratégique parce que si on veut augmenter notre activité, on a bien compris qu'il sera difficile d'obtenir des crédits supplémentaires de l'État, sauf s'il y a une décision politique, mais apparemment, il y a un gros blocage. Et donc, si on veut pouvoir augmenter nos activités et offrir plus de services à nos accueillis, eh bien, il faut absolument développer le bénévolat. C'est pour ça qu'on a entrepris ce travail qui consiste à recenser tous les postes qui seraient nécessaires pour dans tous les services alors par exemple ça peut être augmenter l'alphabétisation, mais aussi par exemple on a beaucoup d'appartements qu'on gère, on pourrait recruter quelqu'un qui n'est pas forcément qui n'a pas très envie d'être au contact du public parce que ça peut être quelque chose d'un peu difficile pour lui. Ben, il peut, s'il est un peu bricoleur, il peut aller changer un robinet, enfin faire un peu de plomberie, voilà. Donc on est en train de faire ce travail actuellement pour recenser tous les postes qui nous seraient utiles. Et ensuite, on va faire une campagne de recrutement de bénévoles assez large. Et après, ben, une fois qu'on les aura recrutés, il faudra faire évidemment très attention de les garder parce qu'il faut vraiment bien les traiter, vraiment les suivre parce que on est vraiment conscient du fait que ce n'est pas très facile d'être bénévole avec ce genre de public. Voilà. Donc, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important qu'on souhaite développer cette année. Voilà, Nathalie, à toi. Ok, je vais terminer avec tous les acteurs, voilà, les moyens humains pour remplir toutes ces missions. Donc, ce sont 115 bénévoles chez Émergence. Bravo à eux et merci à eux parce que sans eux, l'association n'existerait pas. Alors, ce sont 75 salariés, mais beaucoup de personnes sur du temps saisonnier ou du temps partiel. Donc, ça représente 36 en fait équivalents temps plein. Nous sommes aussi un lieu d'accueil pour les stagiaires, stagiaires sociales et médicales. Et puis, je le disais tout à l'heure, où seul, on ne ferait rien. Et donc, on a beaucoup d'intervenants extérieurs, alors beaucoup de l'hôpital, au niveau de la psychiatrie, puisqu'on a beaucoup de personnes qui présentent des troubles de la personnalité, qui ne vont pas vers les professionnels, ce sont les professionnels qui viennent à eux. J'ai juste oublié de vous dire quelque chose. Alors, je vais juste revenir. Voilà, c'était celui-ci. Voilà. C'est qu'en fait, Émergence, je dirais que c'est le filet de sécurité avant plus rien. Mais c'est aussi la porte d'entrée, d'accès à la santé, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'hébergement, à l'autonomie. Et qu'en fait, on est organisé en pôles, mais tous ces pôles fonctionnent entre eux. Et la porte d'entrée, elle peut aussi bien être par un accueil de jour, mais elle peut être aussi par la santé, ou comme l'hébergement. Voilà. Et ensuite, tout ça, ça va fonctionner en interaction. Et il va y avoir le parcours du bénéficiaire à travers donc ces 18 services. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour apprendre le français, mais il ne sait pas qu'on existe autrement. Et ensuite, donc, on va l'orienter vers le médical s'il y a un problème médical, et ensuite vers l'hébergement. Voilà. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on œuvre en tous les cas au quotidien pour qu'on reste la porte d'entrée pour toute personne en difficulté et qu'on soit le filet de sécurité pour éviter tout drame. Voilà, et j'en ai terminé ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très impressionnant et incroyable tout ce que vous avez affronté, mis sur pied. Peut-être la première question que je voudrais poser, c'est celle qui venait un petit peu à la fin. Il y a beaucoup de questions, mais je voudrais peut-être demander en premier comment vous recrutez, comment vous rejoignez, comment vous rencontrez des bénévoles et comment ça se passe et comment vous les formez, parce que j'imagine qu'il faut
peut-être un tout petit peu, nous on a fait un parcours rapide, mais il faut peut-être un tout petit peu apprendre. Comment il y a un énorme travail en équipe qui apparaît à travers ce que vous faites. Donc, ma première question, qui est liée un peu à celle qui m'était venue précédemment, c'est-à-dire précédemment, j'avais eu le sentiment que il fallait dominer beaucoup une appréhension, une peur par rapport à cette réalité dont on parle ce soir. Mais après m'est venue une autre question, c'est comment vous gardez le courage, quoi, parce que ça paraît un problème tellement énorme. Donc, qu'est-ce qui vous donne le courage de tenir? Comment vous faites ensemble pour durer, pour vous Alors, je motiver? vais répondre parce que je suis bénévole. Donc, en fait, je l'ai déjà dit, hein, pour nous, c'est le bénévolat et c'est émergence, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on est tout le temps en train de rechercher des nouveaux bénévoles parce que c'est des gens qui ont tous une expérience dans la vie, une expérience professionnelle, et puis en plus qui sont en recherche. Alors, pour certains, il y a plus ou moins de raisons à le faire, hein. Pour d'autres, pour certains, c'est simplement une éthique. Pour d'autres, il y a plus d'histoire, de religion, etc. Et donc, effectivement, on est en permanence en train de rechercher des bénévoles. Mais c'est ce que je disais, c'est que avec la réputation qu'on a d'une association qui accueille des gens qui sont quand même parfois un peu problématiques, un peu difficiles à aborder, et quand on va dans les accueils, on est toujours, moi je suis toujours impressionné par la façon qu'ont les professionnels, enfin les travailleurs sociaux, comment ils accueillent les gens, la façon qu'ils ont de leur parler, etc. C'est quelque chose qui s'apprend et effectivement, ça peut éventuellement faire peur à certains bénévoles quoi, de venir parce que c'est quand même un public très particulier. Mais c'est ce que je disais, c'est que bon, il y a ceux qui sont en contact du public, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches qui ne sont pas forcément un peu au contact des gens à problème. Par exemple, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enfants, donc on peut faire on n'a pas encore commencé, mais on aimerait bien faire de l'accompagnement scolaire, par exemple, parce que ces enfants, ben, ils sont dans les foyers, parfois ils s'ennuient, etc. Alors, si vous trouvez des gens pour les aider à faire leurs devoirs, etc., ben, ça améliorerait leur situation, en fait. Donc, et après, ben, une fois qu'on a commencé, ben, à nous qu'ils ont commencé, à nous de les accueillir. Alors, on leur fait signer, ils viennent, c'est ce qu'on essaye de mettre en place actuellement, c'est que ils viennent plusieurs fois, et puis après, on essaie d'avoir un entretien avec eux, et puis après, on leur fait signer une charte pour justement qu'ils s'engagent à avoir une certaine éthique, et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis alors, ta deuxième question, excuse-moi Marie-Michel, j'ai oublié ta deuxième question. Comment on fait pour les garder, c'est ça? Ben, il y avait un côté, comment vous tenez le coup, quoi. Vous avez du courage pour durer, c'est-à-dire que au début, il y a peut-être une appréhension, une peur, le fait de ne pas être avec bon, tous les préjugés possibles, imaginables. Après, sur soi-même et sur les autres. Et après, dans tout ce que nous présentait Nathalie, je me disais, mais il faut un courage fou, quoi, Ben, pour moi, durer, pour affronter une situation aussi difficile. alors, Nathalie va répondre parce qu'elle est professionnelle, mais moi je vais te donner mon avis, hein, parce que moi ça fait 17 ans que je fais partie de l'association, donc je suis resté quand même, je suis resté 17 ans jusqu'à présent, mais c'est vraiment quelque chose qui est très... euh, d'abord, il y a le travail en équipe. On n'est pas du tout tout seul. Il y a vraiment cette équipe avec tous les salariés qui sont vraiment il y en a beaucoup qui sont formidables, qui sont vraiment des très bons professionnels. Et puis, il y a tous ces bénévoles qui sont là pour vraiment, tout le monde regarde dans le même sens, quoi. Donc, ça aide beaucoup à tenir. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est le fait qu'on soit tous là à faire la même chose, à vouloir la même chose, le même but.
même si on a des difficultés, même si on est tout le temps en train de rechercher de l'argent, parce que chaque année, il faut refaire des demandes de subventions, on n'est pas sûr de les avoir, etc., etc. Et puis après, on est confronté au fait qu'on a obtenu ça, mais finalement, ça ne sera jamais assez, comme on vous l'a dit, quoi. On a obtenu ça, on a doublé le nombre de lits en 10 ans, mais il y a encore beaucoup plus de gens qui dorment encore dehors, quoi. Donc, c'est un peu décourageant. Mais le fait de faire tout ça ensemble, on a on est une association, donc chaque mois, on a un conseil d'administration et c'est toujours extrêmement riche. Ces réunions qu'on fait, c'est vraiment et très enrichissant. Et puis, il y a encore une dernière chose que je voudrais dire, c'est que le contact, quand on est en contact avec les publics, eh bien, c'est bien pour ce qu'on fait pour les gens, mais pour soi-même aussi, ça apporte énormément. C'est-à-dire, alors je ne sais pas, Nathalie, tu vas le dire en tant que professionnelle, mais parce que toi, tu gagnes ta vie avec ça, mais pour les gens qui sont bénévoles, c'est très, très valorisant personnellement. Donc, c'est ça qui fait tenir, à mon avis. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous avez des services civiques, c'est-à-dire des jeunes qui viennent travailler chez vous au titre du service civique, et est-ce que les gens qui travaillent chez vous comme salariés sont forcément des travailleurs sociaux? Bien, ça peut être des gens qui ont eu une expérience professionnelle et qui ont envie d'avoir une activité qui ait du sens. Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour les services civiques, oui, nous avons des services civiques. Nous avons Benjamin qui est arrivé lundi, donc vous voyez, voilà. Notre dernière service civique, Pauline, nous l'avions recrutée en service civique et aujourd'hui, elle est en CDI chez nous. Donc, voilà. Les professionnels, alors, on en a très peu, en fait, qui sont diplômés. Ceux qui sont diplômés, c'est parce que nous avons des obligations au niveau de certains postes où, voilà, il faut impérativement un titre d'assistante sociale. Donc, voilà, c'est la raison. Autrement, notre équipe, elle est vraiment constituée, elle est à l'image de notre public. C'est-à-dire que dans toutes ces personnes que nous avons accueillies, hébergées et qui sont sorties de cette situation d'urgence, nous avons recruté des personnes au sein de ce public-là. Donc, on les a formés sur le terrain. Ils suivent également des formations. Mais voilà, donc on va avoir des collègues. Alors je pense que si je recense le nombre de nationalités au sein d'Emergence, on doit exploser voilà, tous les chiffres qui peuvent exister au niveau de la direction du travail. Mais on va avoir voilà, de l'Afrique, on va avoir des pays de l'Est, voilà, Maghreb, etc. Donc, et puis, on a essayé par moment de recruter des personnes qui sortaient de l'école ou qui étaient diplômées. On en a quelques-uns, enfin tous pratiquement, ouais. On passait 2 heures et puis on dit non, moi, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas une boniche. Voilà. Enfin, qui partaient 1 jour, 2 jours, parce que c'est vraiment particulier. On est au service de celui qui en a le plus besoin. Et ça, dans les écoles, je crois qu'ils n'apprennent pas. Ils apprennent beaucoup l'administratif, etc. Mais chez nous, on n'en est pas là. La personne n'en est pas là. Je le disais tout à l'heure, voilà. On est la première porte vers le lien social. Et ça, c'est très, très important. Et le lien social, on ne va pas le créer, comment dire, dans une relation duel comme ça, un bureau avec des papiers, un ordinateur. Non. On va le créer comme ça. Ah ben tiens, je t'offre un café. Et puis, on va discuter. Certains trouvaient la porte d'entrée, parce que le lien, c'est la première chose qu'il faut pouvoir créer. Alors, avec certains, ça va aller très vite, au bout de 2 jours, et puis on l'a créé. Puis d'autres, ceux qui ont des troubles de la personnalité, ça peut être plusieurs mois, et exceptionnellement, quelquefois, plusieurs années. Mais en fait, on ne lâche pas, on accepte chacun tel qu'il est. Et puis, on va l'accompagner, on va l'accueillir, on va s'adapter à son comportement tant qu'il respecte nos règles.
Et puis, petit à petit, voilà, on va pouvoir ensuite créer cette relation de confiance et l'accompagner ensuite vers une vie meilleure. C'est vrai dans les gens qui travaillent chez nous, on a beaucoup qui sont des anciens accueillis. Et à chaque fois que moi, quand je les vois, je me dis, mais quel miracle, quoi. Ils sont heureux, quoi. C'est vraiment formidable de voir ça. Ouais. Et on participe à leur intégration aussi. Enfin, voilà. Donc, oui, moi je voulais vous demander là, combien vous avez de financeurs publics et privés, parce que moi j'ai souvent été frappé par l'éparpillement des responsabilités entre les services de l'État, entre les collectivités territoriales. En plus, vous avez sans doute des financements privés, que toute l'énergie que l'on consomme pour tout ça. Je voulais savoir comment ça se passe pour vous. alors, notre principal financeur, c'est l'État, parce qu'on est sur l'exclusion, on est sur la migration, et ça relève des compétences de l'État. Enfin, voilà. Avec différents services de l'État aussi. Alors, avec, oui, 2 services principaux. Tout à l'heure, on disait qu'on avait 18 services au total à Émergence. Allez, c'est 30 demandes de subventions par an, de dossiers à remplir, de dialogue de gestion. Oui, à l'inflation, monsieur l'État, ce serait bien si vous pouvez augmenter, etc. Non, on ne peut pas. Donc, voilà, c'est de la négociation sans cesse avec l'État. Pour tout vous dire, on est donc le 19 octobre 2023. On a certaines actions. Je vais citer par exemple l'Ukraine. Pour l'instant, nous avons reçu 0 € de l'État. Voilà. On sait que ça va arriver, on leur fait confiance, ils nous font confiance, voilà. Mais on a intérêt, les associations, à avoir un peu d'économie, à avoir une trésorerie qui nous permette d'avancer comme ça. Les premières subventions de l'État tombent en mai, juin, pas avant. Donc, on a besoin d'avoir une trésorerie de 5-6 mois. On peut vous raconter comment ça s'est passé cette année. On a eu le 30 mai, on a payé les salaires du mois de mai, et le 31 mai, on avait 0 € sur le compte. Et heureusement, la subvention est arrivée le lendemain. Mais si on n'avait pas eu la subvention, comme on n'est pas une association qui doit faire du déficit, on s'est donné comme règle toujours qu'on ne peut pas avoir un compte en négatif. Et qu'est-ce qu'on fait? On menace de fermer, et comme par hasard, ça arrive. Donc, voilà, donc principalement l'État. Ensuite, on va avoir un peu du conseil départemental. Là, c'est dans le cadre des bénéficiaires du RSA. Voilà, puisque alors, on n'accompagne pas à 100% les personnes bénéficiaires du RSA, mais on va le faire en binôme avec leur référent RSA. On a des situations qui sont tellement complexes qu'on va être le médiateur, le facilitateur, le rappel des rendez-vous, l'accompagnateur au rendez-vous. Et donc, voilà, le conseil départemental nous aide financièrement sur ça. Ensuite, on va avoir la ville de Tours, quelques villes de l'agglomération, la SNCF et l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, pour tout ce qui est médical, la CPAM, voilà. Et ensuite, on va avoir comme aide privée, alors les aides privées, ça va être des dons, du mécénat, etc. Et ensuite, ça va être de répondre à des appels à projets. Donc, par exemple, la Fondation L'Oréal nous finance pendant 1 an les services d'une socio-esthéticienne, ce qui est très important auprès de notre public par rapport à la confiance en soi, au travail sur soi, au bien-être, etc. Voilà, donc elle intervient sur 2 foyers. Et ça, c'est la Fondation L'Oréal qui nous permet de mettre à disposition des personnes en précarité de la socio-esthétisme. Je dirais que ce sera notre prochain projet après avoir terminé avec le projet des bénévoles, enfin avoir bien en marche, en route, c'est d'essayer de trouver, vous savez que vous entendez tous les jours à la radio des pubs
pour des legs, etc. Et nous, on va essayer de s'y mettre aussi. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais pour essayer justement de ne pas dépendre que des financements publics pour faire des actions qu'on a envie de faire et voilà, qui nous intéresseraient et qui ne dépendraient pas du financement public. Mais ça c'est un projet futur. On a eu la Fondation Vinci qui nous a permis d'acheter un autre véhicule, parce que vu qu'on a augmenté, on avait besoin d'un second véhicule. La Fondation Canterbro, oui, c'est ça, qui nous a permis d'ouvrir un foyer d'hébergement pendant une période hivernale. Voilà. Donc, on va frapper un peu à toutes les portes. Maintenant, il faut du temps. Voilà. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on fait. Quelle est la première chose qui vous manque le plus? Et est-ce que vous avez des contacts avec d'autres associations en France qui font le même travail que vous? Par exemple, en Bretagne. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Alors, on n'a pas forcément de contact. Alors, c'est vrai qu'on est un peu atypique, surtout avec nos accueils de jour et avec notre centre médical. Voilà. Des accueils de jour qui fonctionnent tels que les nôtres, on n'en trouve pas partout. Enfin, on n'en a pas encore trouvé. Il y a des accueils de jour qui existent, je sais. Mais en fait, pour tout vous dire, on a Nantes qui est venu visiter nos accueils de jour parce qu'ils souhaitent en ouvrir. Voilà, ils sont venus voir l'accueil famille. Donc, c'était le CCAS de mémoire. Je sais qu'on a Angers aussi qui est venu. On a Poitiers. Voilà. Le centre médical, on cherche un centre médical comme le nôtre parce qu'on est désespéré, on n'est pas reconnu comme centre médical, etc. Et donc, il y a plein de portes qui se ferment à cause de ça. Sur l'hébergement, ben oui, parce que l'hébergement tel qu'on le fait, voilà, on est un peu partout en France à le faire de cette façon-là. Maintenant, à la première question, qu'est-ce qui nous manque le plus? De pouvoir répondre à tout le monde, je dirais ça. Parce que c'est compliqué de faire des choix, de dire toi, je vais t'héberger, toi, je ne vais pas t'héberger. Donc, voilà, mais ça, ce serait dans un monde idéal où il y aurait 100% de oui aux demandes d'hébergement. C'est ça. Et puis je dirais aussi une politique qui prend vraiment en compte toutes les spécificités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des sans-papiers? Voilà, qu'on arrête de laisser comme ça des personnes. Parce qu'à un moment, de toute façon, ça va revenir en boomerang, c'est obligé. Quand moi, je vois des personnes qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, et qui n'ont pas de papier, alors ils arrivent, ils y arrivent, ils créent, il y a une société souterraine, parallèle, qui s'organise obligatoirement. On ferait certainement la même chose à leur place. Mais ces enfants qui grandissent et qui voient leurs parents comme ça et qui voient la société française un peu les laisser de côté, ne pas les reconnaître, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, quand ces enfants seront adultes, quand on laisse aussi ces femmes... il y a du trafic. En fait, une femme étrangère qui n'a pas de papier et qui est enceinte d'un homme qui a des papiers va ensuite pouvoir demander des papiers. Donc, il y a des hommes qui se sont spécialisés dans ce métier, excusez-moi du terme, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils vont engrosser plusieurs femmes. Voilà. Donc, ensuite, alors, dans différents départements, ils sont très bien organisés. Ensuite, ils vont lui dire, écoute, je vais reconnaître l'enfant. Comme ça, l'enfant va être français. Et elle sera mère d'enfants français. Et donc, elle pourra prétendre à des papiers. Mais en contrepartie, le monsieur, il ne fait pas ça gratuitement. C'est-à-dire qu'il va demander 50% des allocations qu'elle va toucher pour l'enfant. Donc, et ça se passe
aux yeux de tout le monde. Enfin, nous qui sommes sur le terrain, enfin, nous voyons, tout à l'heure, je vous ai parlé de maternité. Voilà, je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, mais on a des femmes qui nous arrivent. Il n'y a pas de père, il n'y a rien, quoi. Puis après, bah oui, elle nous parle d'un père qui habite à Lyon, qui habite à Nice, etc. Enfin, et ça, l'État le sait, ça. Il n'y a rien qui est fait, ça. Donc, ces enfants qui naissent, les enfants papiers, ça, mais comment est-ce qu'ils vont se construire, hein? Vous voyez, quand ils auront une vingtaine d'années, ça, qu'est-ce que ça va donner, ça? Voilà. Donc, je pense qu'on manque de politique, enfin ouais. En sachant aussi que tous ces gens qui sont là, d'abord, humainement parlant, ben, on ne peut pas les laisser dans la rue, c'est pas possible. Et puis, deuxièmement, eux, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ben, eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler, hein. Et donc, comme ils n'ont pas de travail, ben, parfois ils deviennent délinquants parce que alors que si on leur donnait du travail, ben, ils ne seraient pas délinquants, ils seraient beaucoup plus intégrés dans la société. Et on sait qu'il y a des domaines où ils pourraient travailler très bien et puis ça se passerait très bien. Mais bon, je ne sais pas, il y a un blocage de ce côté-là. Moi, ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Nathalie, c'est moi, je vois ça un peu au niveau de mes responsabilités de président et d'ancien trésorier, c'est que on n'a aucune visibilité à plusieurs années, quoi. Nathalie disait chaque année, on fait 30 demandes de subventions, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on n'est jamais certain qu'on va continuer à exister, quoi. Alors, comme on sait qu'on fait un travail utile, si jamais on mettait nos 300 personnes dans la rue du jour au lendemain, ben, ça ferait beaucoup de bruit, donc on pense que ça n'arrivera pas, mais on aimerait quand même avoir une vision sur plusieurs années pour pouvoir s'organiser, éventuellement faire des recrutements, etc. Ce qui n'est pas possible. Une question. Pardon. Ouais, vas-y, non, vas-y. Non, Dominique, à toi. Je passe sous le Dominique, contrôle de Hervé Mazurel, qui connaît mieux le sujet que moi, mais l'intégration par le travail dans les métiers en tension, je crois qu'il y avait une circulaire Valls qui permettait, quand on a travaillé 2-3 ans auprès d'un employeur qui acceptait ça, on pouvait effectivement être régularisé. Est-ce que vous avez ce type de situation? Alors oui, nous en avons plein de situations. Alors, c'est une circulaire, ce n'est pas une loi. Donc, c'est voilà, à la discrétion des services de l'État, donc de la préfecture. Et, alors, normalement, c'est 5 ans de présence sur le territoire avec un enfant scolarisé depuis 3 ans, etc. Mais c'est rarement quand même appliqué. Voilà. Après, pour tout ce qui est métier en tension, alors oui, le souci, c'est qu'il faut une promesse d'embauche. C'est-à-dire qu'il faut trouver un employeur qui accepte d'écrire noir sur blanc, qu'il s'engage à employer Monsieur X. Ensuite, il faut déposer un dossier au service de la préfecture. Il faut que le dossier soit traité. Donc, l'employeur, déjà, il faut qu'il attende toute cette période-là. Et puis, une fois que c'est accepté, voilà, il faut que l'employeur soit toujours dans la recherche d'un salarié. C'est un peu compliqué. Il faudrait vraiment qu'on facilite ce dispositif, c'est-à-dire qu'un employeur veut embaucher, que ça se fasse rapidement, qu'il n'y ait pas 2 mois, 3 mois d'attente. Je pense que ce qui est un petit peu tragique dans ce domaine aussi, c'est que les services de l'État sont complètement sous l'eau, en tout cas les services des préfectures, donc ils ne sont plus capables d'instruire rapidement. Enfin, que la réponse soit oui ou soit non, mais qu'on donne une réponse. Et ça, dans la plupart des départements, ça n'est plus possible. Donc, effectivement, comme vous le disiez, les gens attendent, l'employeur se décourage, il embauche quelqu'un d'autre, et puis c'est raté pour tout le monde. Tout à fait. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que nous, on a beaucoup de personnes qui travaillent en non déclaré. Voilà. Donc, des employeurs qui profitent de la situation de vulnérabilité, qui vont sous-payer ces personnes. Et c'est anormal, quoi. C'est anormal. Anormal, mais toléré. Oui, parce que tout le monde le sait, ça. Si nous, on le sait, voilà, monsieur le préfet le sait, messieurs les ministres, voilà. Et on ne dit rien. On dit rien. Donc, ce que vous souhaitez et ce qui vous manque le plus, c'est d'avoir un horizon
quelque chose qui pérennise finalement ce que vous faites. Et puis aussi le fait que l'État ait une vision pour que tout ce qui n'est pas géré aujourd'hui devienne un énorme problème demain. Bien Voilà. sûr. Ouais. Vous devez tous voir, comment on les appelle, les Uber Eats ou les Deliveroo, là. Enfin, Ouais, ouais. tous Même ceux les- que vous voyez, ce sont des personnes sans papier. Voilà. Sauf que quand on dit l'État, c'est nous aussi. Donc, ça veut dire au débat politique sur l'immigration, il n'y a Oui. pas de consensus là-dessus. Et donc, l'État, il navigue un peu à la godille là-dessus. Parce que la société ne sait pas ce qu'elle veut dans ce domaine. Oui, mais l'État, c'est pas simplement dire OK aux citoyens, c'est aussi gouverner. Oui, mais gouverner avec des gouvernants que nous élisons. Ouais, c'est encore le cas, non? Oui, ben, je le sais bien, mais bon, simplement que l'électeur, bon, il ne sait pas trop ce qu'il veut aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas des majorités claires qui se dégagent. Oui, mais parce qu'on ne leur explique pas bien les choses. Je veux dire, il y a tellement d'amalgame aujourd'hui entre les. L'État a une peur panique à libéraliser un petit peu, à ouvrir le robinet pour les gens qui sont actuellement des migrants, les primo-arrivants, comme on dit, parce que à cause de ce qui s'est passé, par exemple, au mois de juin, à cause des. Donc, on met sur le dos des migrants les problèmes qu'il y a eu au mois de juin et toutes les émeutes. Mais en fait, ce n'est pas du tout les mêmes publics. Et d'autant plus que les émeutes du mois de juin, c'était des Français. Hein, donc, et donc, il y a des amalgames et les gens, on ne leur explique pas le vrai problème. Et l'électeur moyen, il n'est pas, il n'est pas conscient de ce qu'il pense, de ce qu'il doit penser au moment de passer dans le bureau de vote. C'est ça le problème. Ouais, et puis, il y a des problématiques. Moi, j'ai un ami qui est un ancien grand patron qui fait un travail d'insertion dans la région parisienne pour convaincre les entreprises de faire une démarche justement qui pourrait favoriser, je dirais, des emplois pour des personnes relativement atypiques. C'est la croix et la bannière. Les gars, ils ne sont pas convaincus et les RH, le blocus, quoi. Il y a même dans des grosses boîtes qui disent qu'ils font des choses superbes, il y a une sorte de barrière culturelle qui fait que c'est très, très difficile à convaincre parce qu'ils ont peur que dans leur entreprise, ça crée des choses qu'ils ne souhaitent pas, quoi. Et c'est énorme comme le travail de pédagogie. Peut-être que ce serait intéressant justement d'avoir des liaisons entre vous et les personnes qui font de l'insertion dans les entreprises moyennes, etc., qui permettent de leur faire casser ces barrières-là, parce que c'est des barrières culturelles souvent. Alors des fois c'est idéologique, mais en fait ils ont des craintes qui n'existent que relativement peu dans la réalité. Mais ils ne veulent pas passer le cap, parce que quelque part, voilà, ils ont peur de déchoir ou de passer dans ce qu'ils appellent le social, quoi. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de donner un espoir et un futur à des gens qui en ont besoin. Mais très souvent, justement, il y a une division très profonde dans le monde du travail entre ce qui serait social et ce qui est le profit, la bonne marge de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est comme si c'était deux rails qui ne se rencontreront jamais. Pour eux, c'est l'État, c'est pas eux. Voilà, c'est ça qu'il faut leur convaincre, c'est aussi eux. Mais moi, j'ai l'expérience des entreprises qui accueillent des sortants de prison. D'accord. Et quelque part, il y a pas mal de grandes entreprises, Carrefour, Veolia, machin, qui effectivement ont une politique vis-à-vis des sortants de prison. Et embaucher des sortants de prison, ce n'est pas forcément évident non plus comme public. Hein. Ouais. Alors là, la question, c'est qu'ils sont français. Voilà. Et il n'y a pas d'obstacle juridique pour les embaucher. Donc, il y a en même temps quand même une volonté politique. Alors, il y a de l'affichage dedans,
Mais voilà, ils ont… Au moins, ça sert. Mais ils communiquent en interne, voilà, notre politique. Mais je dirais qu'en France, enfin, il y a cette question des papiers par rapport à vos publics qui, eux, sont sans doute plus proches de l'intégration qu'un jeune qui a fait 3 récidives et qui a 27 ans et qui, voilà, on se dit, qui a eu des revenus importants avec le trafic de drogue et qui recherche un boulot au SMIC. Voilà. Mais… c'est vrai que… Mais les lois, la loi actuelle qui est en discussion sur l'intégration dans les métiers en tension, elle est au cœur de votre problème. Ah oui, absolument. Oui, mais elle va passer par un décret, visiblement. Oui, mais quel que soit… Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le moyen, c'est le but qu'on… Ouais, bien sûr. Jamais on peut y arriver, ce serait pas mal. J'ai une question. Je voulais savoir quel est comment dire, le taux de rotation des volontaires, c'est-à-dire est-ce que ce sont des personnes qui sont fidèles au poste, qui restent dans les années, ou est-ce qu'ils se lassent après quelques mois, ou bien j'aimerais bien comprendre parce que sur votre site, la définition que vous donnez de vous-même, c'est d'une association apolitique, aconfessionnelle. Donc, je voulais savoir s'il y avait un principe inspirateur auquel on se réfère à un principe culturel ou n'importe quoi, vers lequel on va pour un travail de fidélisation avec les volontaires ou de formation avec eux, ou bien si le principe est simplement l'expérience qui est née dans l'association et donc quels sont les résultats, donc le taux de fidélité des bénévoles. Moi, je dirais que le taux de fidélité est très important. Les gens en général qui commencent chez nous restent très longtemps. Il y en a qui sont là depuis 17 ans, par exemple. Moi, j'en suis. Il y en a d'autres, j'en connais, qui sont là depuis très, très longtemps. Et ceux qui quittent, en général, c'est parce que c'est pour une question d'âge. Il y en a beaucoup qui restent pendant très, très longtemps. Et pour répondre à ta question, je sais qu'il y a des motivations qui sont éventuellement confessionnelles, par exemple pour moi, mais c'est quelque chose dont on ne parle jamais dans les locaux d'émergence, que ce soit au point de vue donc, confessionnel ou politique. C'est quelque chose qui n'intervient jamais. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas une association militante. C'est-à-dire qu'il y a à Tours des associations qui sont militantes, qui manifestent, et qui sont utiles, hein, parce que c'est grâce à ça que peut-être qu'on va augmenter les crédits et tout ça. Mais nous, on ne participe jamais, c'est un principe, à ce genre de manifestation. Mais voilà. Donc, mais les bénévoles, en général, ils restent longtemps. Et puis j'avais une deuxième question plus historique parce que j'ai perdu le tout début de ton explication. Comment a été le processus d'union avec les autres associations avec lesquelles vous avez formé un seul sujet? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont renoncé à leur autonomie et sont rentrées à part entière comme des business units de votre association, ou bien chacune a gardé une certaine forme d'autogestion? Que je réponde. Alors, oui. Au départ, nous étions 5 associations. Et en fait, on a créé une 6e association qui est Émergence. Ce qui montre que tout le monde était d'accord pour travailler ensemble, mais sans perdre son identité. Voilà. Donc, la 6e association, Émergence, a commencé à répondre à des appels à projets. On est dans les années 2010. C'est là où voilà, on commence à développer l'hébergement, les accueils, etc. Et puis, les 5 associations, c'était des petites associations. Financièrement, elles commençaient à souffrir. Donc, en 2012, de mémoire,
il y a une première association qui dit bah, là, moi, je ne vais plus pouvoir, il faut qu'on m'aide. Et donc, elle a intégré ça, Émergence. Mais en revanche, elle a gardé son fonctionnement. Enfin, Émergence, voilà, c'est occuper des demandes de subventions, de tout ce qui est administratif, les salariés, les bénévoles, voilà. Et puis, un an plus tard, c'était une autre association, puis une autre en 2017, et les deux qui n'étaient pas prêtes, en fait, eh bien, ont fermé, ont déposé le bilan. Enfin, voilà. Elles ne sont pas rentrées dans l'émergence et aujourd'hui, elles n'existent plus. Voilà. Ce qui se serait probablement passé avec le centre médical, parce que le centre médical était dans cette situation-là avant de nous rejoindre. Et donc, ils nous ont rejoints, non pas parce qu'ils avaient des difficultés de fonctionnement, mais uniquement parce qu'ils n'arrivaient pas financièrement. Et donc, nous, on les a aidés à faire la comptabilité, à avoir les subventions, etc. Et alors, ça reste quand même un pôle fort, assez autonome au sein d'Émergence. Progressivement, on essaye de faire évoluer les choses pour qu'ils se sentent quand même Émergence. On va vers eux régulièrement, leur montrer ce qu'on fait ailleurs, etc. Voilà. C'est quelque chose qui va se faire avec les années. Moi, je souhaitais aussi vous poser une question, peut-être déplacer un petit peu la discussion qu'on avait maintenant, plus vers les gens dont vous vous occupez comme association. C'est-à-dire, il apparaît une telle diversité de populations, de problèmes, je souhaiterais peut-être que vous puissiez en parler davantage. Je me demande aussi comment est-ce qu'on apprend à parler à des gens qui doivent avoir vous avez parlé de certaines situations ou de marginalité, même de gens qui n'arrivent pas à venir jusque chez vous. Bon, je pense, chacun on a rencontré un petit peu des choses comme ça, mais je pense aussi, moi j'ai connu aussi beaucoup, parce que ça a été tellement massif, l'accueil des Ukrainiens. Bon, c'est aussi comment est-ce qu'on apprend à faire avec, bon, parce que les Africains, c'est pas comme les Maghrébins, c'est pas comme les Roumains, c'est pas comme les... Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Comment est-ce qu'on apprend? La qualité que vous avez fait apparaître de présence, de désir de répondre à tous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ça? Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Si, très bien. Alors, je dirais, c'est s'adapter à chaque public, à chaque personne. Quand une personne va franchir la porte d'émergence, quel que soit le service, il va y avoir, on va l'accueillir, puis il va y avoir un temps d'observation. On va la laisser tranquille. Voilà. On ne va pas poser de questions, etc. Enfin, ça c'est important. Si vous voulez, on est dans une société où tout le monde doit rentrer dans une case. Et nous, on se bat pour dire que non, c'est pas ça la solution. Il y a des gens, ils ne rentreront jamais en logement. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire que voilà, on doit accepter qu'on n'a pas tous les mêmes représentations. Et donc, je vais vous parler d'un extrême. Il y a un monsieur qui nous fréquente depuis 12 ans. Voilà. Il nous a fallu 6 ans pour rentrer en contact avec lui. C'est-à-dire que pendant 6 ans, il arrivait sur un accueil de jour où voilà, quelqu'un avec des troubles de la personnalité plus. Il venait pour prendre sa douche, pour laver son linge, et puis c'est... Voilà. Alors, on essayait de communiquer avec lui, mais on ne l'a jamais embêté. On ne peut jamais parler de projet. Vous voyez, on n'est pas administratif, on est vraiment avec l'humain et sans filet. Là. On y va. Voilà. Et puis, au bout de 6 ans, on a réussi à le convaincre de dormir à l'abri. C'était quelqu'un qui dormait dehors, qui était connu d'autres services. Alors, dormir à l'abri, un foyer avec d'autres, ça ne lui convient pas. Un logement, ça ne lui convient pas. On lui a tout proposé. Et en fait, ce qui lui convient, ce sont nos bureaux. Vous pourriez me dire, ah oui, oui. Et donc, ça fait depuis 6 ans
que c'est quelqu'un, alors quand il est en tous les cas à Tours, qu'on va héberger dans nos bureaux. C'est son mode de fonctionnement. On va continuer à avancer avec lui. Alors oui, il faut du temps, il faut de la patience, il faut s'adapter, il faut trouver la porte d'entrée. Mais voilà, et progressivement, enfin, on va l'amener vers un mieux-être. Si vous voulez, on ne part pas du principe où, bon, ben voilà, je vais t'insérer, je vais te trouver un travail, je vais te trouver un logement, etc. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Tu vas arrêter de consommer de l'alcool, tout ça. Non, non. C'est amener l'autre, l'accompagner avec ses qualités, avec ses défauts. On est tous humains, donc on est tous pareils. Voilà, et c'est accepter l'autre tel qu'il est. Et on va faire un bout de chemin ensemble. Quelquefois, la personne ensuite elle va disparaître. C'est une hospitalisation, c'est une itinérance, c'est la prison. Enfin, voilà. Et puis, elle va revenir, elle va nous raconter ce qu'elle souhaite. On sait très bien qu'il y en a qui nous racontent. Voilà, bah oui, j'étais partie retrouver ma mère, je sais pas, dans le nord de la France, alors qu'en fait, la personne sort d'incarcération. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Hein, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire ensemble. Là. Donc, vous n'avez jamais de problème de langue? Alors, concernant les langues, alors on a la chance dans l'équipe voilà, d'avoir beaucoup de nationalités. Donc, on a du russophone, on a de l'arabophone, on a des dialectes, on a des collègues anglophones aussi. Donc, c'est un travail d'équipe, on le disait tout à l'heure, hein, c'est très important. Enfin, et puis, on s'habitue, voilà. Et puis, on part aussi du principe que si la personne elle a migré et qu'elle a décidé de venir vivre en France, eh bien, c'est important qu'elle apprenne notre langue. Si elle veut s'intégrer, si elle veut comprendre, si elle peut lire, voilà, une adresse, quand elle prend les transports en commun, etc. Donc, on va aussi dans notre quotidien, enfin, lui apprendre, voilà. De façon pragmatique le français. Pour compléter un peu, je dirais qu'il y a beaucoup de bienveillance, mais dans les foyers notamment, il y a des règles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on se plie aux règles qu'on leur demande. Par exemple, il y a des foyers, c'est interdit de fumer, ou alors on ne peut pas boire, etc. Et si on enfreint les règles, on risque d'être exclu. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des gens qu'on exclut en leur disant non, c'est pas possible. Donc, on est quand même donc très bienveillant, très ouvert, comme dit Nathalie, mais il y a quand même des règles à respecter. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est qui porte cette politique? Est-ce que c'est vous, vous deux qui avez défini ça, enfin la manière d'être avec les gens? Est-ce qu'on pourrait se dire il y a un changement de président, un changement de directeur, et la nature humaine fait que les gens peuvent avoir une approche différente, voyez? Et qu'est-ce qui fait que vous conservez cette politique-là? Et vous, comment vous avez, je ne sais pas, par votre famille, comment vous en êtes venu à proposer ça? C'est sûr que ça vient des personnes qui ont, comment dire, qui ont développé l'accueil, l'hébergement et tout. Donc, ce n'est pas que nous deux, c'est un noyau de personnes qui souhaitent accueillir, héberger, soigner comme on le fait aujourd'hui. Peut-être que une fois que nous on sera plus là, peut-être que dans 30 ans, voilà, les personnes qui prendront le relais le feront différemment. Enfin, après, pourquoi on le fait comme ça? Enfin, ça nous paraît évident. Enfin, vous savez, on ne s'est pas réunis pour dire on va faire comme ça. Ouais, non, c'est naturel. En fait, on accueille des personnes qui sont passées au travers de tous les maillons, si vous voulez, de la société. Alors, je pense à ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont nés dès leur naissance
même quelquefois quand ils sont encore dans le ventre de leur maman. Enfin, voilà, hein, ils ont vécu que des échecs, c'est tout. Hein. Voilà, ça peut être des violences familiales, ça peut être, ils ont été placés très jeunes, etc. Enfin, de l'inceste, enfin, voilà. Donc, ils ont été placés et puis, voilà, ils ont connu que des échecs, c'est tout. Enfin. Et donc, ils sont arrivés à l'âge adulte. Ils sont pas du tout construits, ils sont dans la souffrance, dans le rejet de leurs parents, dans cette souffrance, cette solitude et tout. Enfin, donc, on va les prendre comme ça, on va créer, tout à l'heure, je parlais de liens de confiance, tout en gardant toujours une distance. On ne peut pas se substituer à ce qui leur manque. Il y a une carence affective qui est énorme chez ces personnes-là, mais on n'est pas leurs copains, enfin, on n'est pas leur frère, on n'est pas leur sœur, on n'est pas la maman, on n'est pas la fille non plus. Donc, il faut toujours garder cette distance, être suffisamment bienveillant. Enfin, et ça ne s'apprend pas à l'école parce qu'elle est différente avec chaque personne. Moi, je vais me permettre des choses avec certains que je ne me permettrai pas avec d'autres. Enfin, voilà, et c'est comme ça que ça va se construire. Après, c'est en échangeant beaucoup entre nous, voilà, hein, au sein de l'équipe, parce que quelquefois, alors c'est ça aussi la richesse d'être une équipe, c'est qu'on a des bénéficiaires, ça va accrocher ça avec une collègue. Et puis, ça va être, il va voir dans l'autre collègue le méchant et tout, et ça va très mal se passer, quoi. Donc voilà, c'est en échangeant entre nous qu'on va apprendre, on va observer le collègue, comment il fait pour entrer en contact avec telle personne. On va essayer de mimer, voilà. Ça, c'est très important, de toujours regarder comment agit notre collègue et d'apprendre ce qu'il y a de mieux chez l'autre et vice-versa. Enfin, on a des réunions toutes les semaines pour justement trouver des solutions pour le plus possible pouvoir aider ces jeunes. Mais c'est plein de beaux moments de vie. Voilà, là, on accueille depuis le début de semaine un jeune de 18 ans qui est sorti des services de l'aide sociale à l'enfance, qui malheureusement, voilà, il en est sorti à 18 ans, il a fait sa première bêtise, il a fait 3 mois d'incarcération, là, il arrive chez nous, donc vous voyez un peu le parcours, quoi. Enfin, quand il arrive chez nous, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, il nous a amené un super vélo, mais il n'avait pas le cadenas qui allait avec, donc, un peu coincé, tiens. Voilà. Et puis, il y a un bénévole qui passe par là. Voilà, un collègue lui dit: Ah, Michel, tu n'aurais pas un cadenas dans le coffre de ta voiture et tout. Voilà. Et Michel dit: si, j'ai quelque chose. Il l'a apporté. Voilà. Enfin, j'ai dit au bénévole, je dis surtout, tu dis bien à ce jeune que c'est un prêt qui te le rapporte, quoi. Enfin, voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai vu le jeune rapporter le cadenas et tout. Et ça, c'est des moments qui sont super importants pour nous. Parce que c'est-à-dire qu'on a fait confiance en ce jeune et on ne s'est pas trompé, il l'a rapporté le cadenas. Alors, ça peut paraître ridicule ce que je raconte, mais c'est très important. On est au début de la création de la relation. Voilà. Quelquefois, ça nous arrive il nous manque quelque chose, on n'a plus de sucre, voilà. On va donner de l'argent à un des bénéficiaires en lui disant: Tiens, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller acheter 2 kilos de sucre au Lidl là-bas et tout. On va tout faire en tous les cas pour valoriser les personnes, pour leur montrer qu'elles sont capables, que nous, on leur fait confiance. Voilà. Et puis, les accompagner, qu'on fasse du chemin ensemble. Souvent, il y a des accueils de nuit, par exemple, dans lesquels on a des bénévoles qui viennent servir le dîner, parce qu'on les nourrit le soir. Et pour eux, c'est extrêmement important qu'il y ait des bénévoles qui viennent passer 2 heures pour s'occuper d'eux. C'est quelque chose qui, à chaque fois, ils le disent. Pour eux, c'est très important. Peut-être c'est la première fois de leur vie qu'il y a quelqu'un qui fait attention à eux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, vous voyez, je vous donnais des chiffres. En fait, on ne les voit pas, toutes ces personnes-là. Une personne sans domicile, aujourd'hui, à un moment, on parlait des invisibles.
On ne sait pas qui ils sont. Hein. Il y a 40 ans, 50 ans en arrière, voilà, le clochard, on le reconnaissait. Hein. Il avait son litron, il avait son vieux manteau, etc. Aujourd'hui, les jeunes, les femmes, les familles, elles passent à côté de nous dans la rue. Hein, et on ne sait pas qu'elles sont à la rue, en fait. Donc, voilà. Où, bah, on a l'impression que tout le monde est socialisé, tout le monde est inclus et tout. Enfin, mais tout le monde, bah, personne ne les regarde, ils n'existent pas. Enfin, et donc, qu'il y ait des personnes de l'extérieur qui viennent, qui portent de l'intérêt à eux, enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, hein, ça leur apporte beaucoup, enfin, sur l'image qu'ils ont de soi, la valorisation. Puis, c'est complémentaire. Hein. Ils vont dire des choses aux bénévoles qu'ils ne diront pas à des professionnels et vice-versa. Enfin, la relation ne sera pas la même. Chapeau pour l'approche, hein, parce que moi, je n'ai jamais entendu ça. Ouais, alors c'est pour ça peut-être qu'on a des difficultés à recruter des professionnels qui sortent des écoles, des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, parce que voilà, on est quelquefois je dis on est peut-être plus dans l'humanitaire que dans le social. Vous voyez, on est un peu sur les deux, quoi. Enfin, mais voilà. Non, mais côté pragmatique, confiance et surtout quelques règles, mais des règles auxquelles on tient. Et puis, vogue la galère ensemble, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et franchement, c'est chapeau, quoi. Parce qu'il me semble que vous voulez pas, vous posez pas comme des gens qui vont, même s'il y a beaucoup ça, de résoudre un problème, mais plutôt d'accompagner des personnes. Oui. Il y a quelque chose qui est profondément éducatif, on pourrait dire. Je ne sais pas comment. Qu'ils arrivent à se construire, qu'ils sortent de ce que vous avez dit, de l'échec. Parce qu'il y a quand même un regard, je trouve, social qui nous pousserait beaucoup. Bon, c'est bon pour la poubelle. Et je dirais un peu, il y a beaucoup de gens, on a l'impression qu'on dirait facilement ça d'eux et c'est insupportable. Oui, on n'a pas le droit de dire ça. Enfin, ce sont des êtres humains. On a la chance, nous, d'être, voilà, d'avoir eu un entourage, voilà, d'avoir reçu une éducation, d'être d'un milieu équilibré, je dirais. Ça. Mais voilà, malheureusement, ces personnes-là n'ont pas eu cette chance, hein, ou d'habiter dans un pays, voilà, en sécurité, où on a tout, on a l'eau potable, etc. Enfin, donc, enfin, voilà, ce sont des êtres humains comme nous. Hein. On est pareil. Donc, c'est normal de les aider. Puis après, quand il y a un chemin qui se passe et que les gens connaissent, on marche sur leur de chambre, c'est quand même formidable. Oui, oui, oui. Ça. C'est quelque chose de formidable aussi. Après, bon, moi, personnellement, c'est un peu comme le domaine dont parlait Dominique, c'est-à-dire que je suis plus familière, bon, on fait un niveau très, très élémentaire, une présence en prison, et c'est pas comment dire, mais il y a une idée comme ça des prisonniers, mais une fois qu'on y va et qu'on les connaît, les gens existent. Et c'est quelque chose d'inaliénable. Ils existent, ils vous attendent. Alors, je dirais au-delà du résultat, de dire, je veux dire, la relation prend un prix très, très grand. Et il me semble que la relation, c'est ça aussi qui fait changer le regard. C'est-à-dire ce qu'on disait au début, comment on peut avoir peur, comment... Dès que la relation commence, c'est quelque chose d'autre qui est déclenché. D'autres questions? Peut-être fermer là. Oui. Merci de votre attention. Oui, merci à tous. C'est nous qui, bon, moi, au nom de tout le monde, je vous remercie infiniment, infiniment, parce que
C'était Je trouve que vous feriez un petit film en disant ce que vous avez dit là, enfin, et des portraits que je pense que ça toucherait beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez ce mode de communication. On a une personne qui est en résidence chez nous, quelqu'un qui fait de la vidéo, qui est en résidence chez nous, mais on a fait déjà des films. Mais bon. Ouais. C'est pas notre cœur de métier, quoi. Cœur de métier. Ouais, mais ce qui est